Alors, docteur Vissoc de la Drôme. J'ai deux questions. La première pour l'intervention de France Parkinson. Je m'interrogeais sur la question de la coordination des soins, puisqu'à un moment, vous avez fait une proposition de la déléguer à une infirmière de pratique avancée, point d'interrogation. Je m'interroge puisque pour moi, ça fait partie aussi du rôle du médecin généraliste de coordonner tout ça tous ensemble. Voilà, c'est une de nos missions à mon sens en fait. Donc pourquoi avoir voulu rajouter un feuillage supplémentaire? Ça a sûrement une explication très logique, hein, mais voilà, j'aimerais connaître les tenants et aboutissants. Et la deuxième question concerne, pour la deuxième intervention, l'orthophonie, c'est ça? La crise Covid m'avait, semble-t-il, appris quelque chose, c'est que vous gériez aussi les troubles de l'odorat. Or, on a vu dans la pièce qu'un malade de Parkinson a souvent une anosmie ou une hyposmie. Et du coup, je ne l'ai pas vu dans vos diapos. Donc, je voulais savoir si c'était toujours d'actualité que vous preniez en charge les troubles de l'odorat, notamment dans le Covid long, mais aussi chez les Parkinson. Et je vous remercie pour les réponses. Vous m'entendez? Oui. Alors, je vais essayer de répondre à la première question. Alors, effectivement, hein, le médecin généraliste est toujours considéré comme une personne qui coordonne tous les soins. On se rend compte que des fois, ils n'ont pas forcément le temps. Et aussi qui connaissent pas forcément la maladie de Parkinson, parce qu'un médecin généraliste dans sa zone ne va pas avoir beaucoup de patients. Donc l'idée des infirmières en pratique avancée, c'est vraiment d'avoir des infirmières qui soient plus spécialisées dans les domaines de la neurologie, hein. Par exemple, nous, on imagine un peu ce qu'il y a aux États-Unis, en Angleterre, les Parkinson nurses, qui sont vraiment là, qui connaîtraient le patient, qui se déplacent à domicile, et qui pourraient vraiment avoir un effet de coordination, dans le sens où elles connaissent bien le patient et elles savent quand c'est le moment vraiment de contacter le neurologue, ou bien quand c'est le moment plutôt de tranquilliser le patient et il peut encore attendre quelques mois. Parce que des fois, on a des appels de patients où on a l'impression que s'ils ne voient pas le neurologue le jour après, ça va être un drame, ils ne vont pas survivre un jour de plus. Alors que c'est une question de les apaiser, d'avoir un dialogue avec eux, des choses comme ça. Donc on ne veut pas du tout enlever ou changer ou faire une concurrence aux médecins généralistes. Ce n'est pas du tout ça, c'est vraiment un travail de collaboration qui peut aider aussi le médecin généraliste dans sa pratique, parce qu'on sait que tous les médecins généralistes sont aussi surchargés, hein. Il y a des gens qui cherchent des médecins généralistes et qui n'en trouvent pas parce qu'ils n'ont plus le temps. Et donc, c'est vraiment plus une aide supplémentaire dans ce travail de coordination entre les personnes malades, le médecin généraliste et le neurologue. C'est vraiment pas du tout pour entrer en concurrence et enlever le rôle. Et je pense que c'est, en fait, le problème actuel, c'est vraiment cette peur de concurrence, aussi bien entre les neurologues libéraux et les neurologues de centre expert. Et en fait, ce n'est pas du tout ça. Il faut vraiment que chacun ait son rôle, que chacun ait son rôle fondamental. Au niveau de ses connaissances, un neurologue de ville va avoir une connaissance de la neurologie en général et pas forcément de la maladie de Parkinson de façon spécifique. Et donc, quand il va se retrouver avec un malade à un stade plus avancé de la maladie, peut-être qu'il ne va plus savoir très bien comment gérer le patient, et c'est à ce moment-là que le neurologue du centre expert, qui est spécialiste en maladie de Parkinson, est important. Mais après, le patient, le malade, doit revenir vers le neurologue de ville. Il faut vraiment qu'il y ait cette collaboration et pas que la perte de perdre un patient ou une chose comme ça. Donc l'idée de l'infirmière, c'est vraiment de pouvoir mettre en commun tout ça, sans mettre les professionnels de santé en concurrence. Je me permets juste de clarifier mon ressenti. Je n'ai absolument aucune émotion de concurrence. Enfin, je n'ai aucun sentiment de concurrence avec ça. C'est juste que ça rajoute un acteur supplémentaire, alors qu'on essaie quand même de coordonner, nous, en tant que médecins généralistes. Donc, je pense que pour moi, ça rajoute de la confusion, en fait. Ce n'est pas une histoire de concurrence ou quoi. Moi, je suis très bien pour déléguer les choses. Enfin, je suis très en accord avec ça. Mais voilà, pas de sentiment de concurrence, hein, c'est pas ça, attention. Juste, Voilà. dans ce sens-là, justement pour vous rassurer, parce que pareil, je suis la dernière à vouloir rajouter, il y en avait déjà tout plein, justement, il y a des réflexions en cours qu'on bâtit plutôt sur l'existant, parce que le patient, c'est le dernier qui voudra encore en avoir un en plus. Mais par exemple, dans le cadre des CPTS, tout ça, pourquoi pas un jour proposer des formations, comme ça a été déjà lancé, parmi ceux qui sont dans le territoire, qui connaissent les patients, ils disent, oui, pourquoi pas.
j'ai une valence en plus, je me forme à ça. Voilà, après, c'est un autre débat, mais voilà, l'idée, c'est toujours de rester au confort pour le patient. Oui, merci pour votre question concernant l'orthophonie. Je suis contente que vous associez la prise en charge des problèmes de goût et d'odorat à l'orthophonie. Elle a plus été associée aux prises en charge en ORL, et c'est vrai que la crise du Covid nous a amené à faire beaucoup plus de travaux et de recherches là-dessus. Ce que je connais plus pour ma part, c'est ceux dans la maladie d'Alzheimer, parce que ce serait un marqueur précoce de la maladie. On avait 10 minutes pour présenter l'orthophonie, et l'orthophoniste peut faire beaucoup de choses, donc c'est vrai que je ne l'ai pas mis au premier plan, d'autant qu'en termes de formation spécifique, finalement, c'est quelque chose qui est en train d'émerger, cette prise en charge, et qu'il y en a finalement relativement peu qui le font. Mais c'est quand même important de le prendre en compte, parce qu'effectivement, pour la qualité de vie, pour tout ce qui est repas, etc., appétit, suivi nutritionnel, etc., c'est important. Je ne pense pas qu'actuellement, dans notre formation, on ait un cours spécifique là-dessus. Par contre, dans nos congrès comme ceux des vôtres ici, il y a de plus en plus de choses là-dessus. Et c'est vrai qu'avec le Covid, on est plus attentif à cet aspect-là. Bonjour, Sébastien Davidovitch, Sucy-en-Brie, donc rattaché à l'université de Créteil. Je rebondis sur la remarque. Bonjour, je suis là. J'ai ressenti exactement la même chose que l'intervenant précédent sur la coordination. Je suis complètement en accord avec ce qui a été dit. Et je pense, pour discuter des IPA avec nos infirmières, le fait de rajouter quelqu'un qui va connaître chacun des patients dans chacune des grandes catégories. Alors ça va être une IPA spéciale neuro, ensuite une IPA spéciale onco, ensuite une IPA spéciale... Ça fait beaucoup d'intervenants en plus avec des patients qui ont parfois plusieurs problématiques de santé. Donc je suis plutôt en accord avec Sabine sur le fait de faire avec ceux qui sont déjà sur place. Et je ne me sens pas du tout mis en concurrence. Je n'ai pas du tout cette crainte-là. Sur l'orthophoniste, j'avais une problématique, c'était l'accessibilité. J'ai quasiment aucun orthophoniste accessible. Il faut presque les supplier pour qu'ils prennent un demi-patient, un quart de patient, un bout de patient. C'est une vraie problématique. Et donc, je voulais savoir si vous pouviez nous donner quelques prospectives sur les années qui viennent, parce que j'ai l'impression que ça ne fait que s'aggraver, en fait. Et donc, je voulais avoir une petite... Je partage vos constats. On nous le dit souvent. Je ne sais pas si... Alors, peut-être les centres experts ont plus d'indications et de conseils qu'ils peuvent vous donner sur l'orientation. Moi, en tant que directrice de centre de formation, j'ai envie de dire qu'il faut aussi qu'on travaille avec les orthophonistes qui sont déjà en exercice sur prioriser les prises en soins. Parce qu'il y a des prises en charge qui ne sont parfois pas spécifiquement orthophoniques, et il y aurait d'autres actions qui pourraient être possibles, et ça pourrait dans un premier temps, parce qu'il faut être concret, hein, maintenant pour former un orthophoniste il faut 5 ans, donc bien que je vous ai donné un slogan politique, je ne peux vous faire aucune promesse, mais ce qu'on peut déjà essayer de faire, c'est que, par exemple en termes de prise en charge, qu'il y ait une organisation qui soit différente, et qu'on priorise sur certains patients qui en ont vraiment besoin. Et par rapport à la communication, puisqu'on parle d'interprofessionnalité, ce qui me semble aussi important, c'est le nombre d'intervenants, hein, parce que c'est compliqué à gérer pour les familles et puis pour les patients, et aussi le fait qu'ils disent les mêmes choses. Hein. Parce que je crois que ce qui est compliqué, c'est que quand l'orthophoniste, si je prends simplement mon exemple, hein, mais c'est juste pour illustrer, va donner des éléments sur l'alimentation, certains conseils, et que ce n'est pas tout à fait la même chose qui est dit par le diététicien ou par le neurologue, eh bien, les gens peuvent être perdus. Et donc, il faut, sur certaines choses parfois très simples, se mettre d'accord sur ce qu'on va dire. Et puis, si parfois il faut que ça mette un petit peu de temps pour le patient de le comprendre, le fait que ce soit répété de la même façon par différentes personnes, mais ça va permettre d'améliorer la qualité des soins. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il faut, à chaque fois qu'on a une opportunité de pouvoir communiquer ensemble sur des choses simples, pouvoir partager nos compétences. Alors, Henri Partouche, UP, je suis ravi de cette pièce de théâtre et puis de cette séance. Alors moi, je dis, il ne faut pas être bisounours, hein, avec la pluriprofessionnalité.
ça ne se réduit pas simplement à la communication. L'enjeu, c'est quand même savoir quel est le champ de compétences de chaque discipline, et chacun dans sa discipline et dans son travail au quotidien doit connaître les limites du champ des autres. Et je m'associe à l'inquiétude de certains de nos internes qui voient en certaines professions un désossement de leur propre discipline par simplification extrême de certaines tâches. Et voilà, il faut quand même qu'on ait conscience que, à force de déléguer, on risque de ne plus rien faire et de limiter notre exercice à quelque chose de très simple, qui serait une délégation de tâches. Donc, on a de la complexité, on sait communiquer, ça fait partie des compétences que nos internes doivent avoir. Je suis très heureux qu'il y ait eu cette séance et que, notamment sur l'orthophonie, il y ait eu une formation sur ce que c'était que l'orthophonie. Je crois que c'est vraiment ça qu'il faut enseigner dans nos départements de médecine générale. Mais je m'associe à cette inquiétude institutionnelle, puisque ça vient de la création des CPTS, la création des IPA. Il faut qu'on soit vigilants, nous, médecins généralistes, à ne pas désosser les fondements de notre discipline. Si je peux me permettre juste de rebondir pour expliquer qu'à Lille, en fait, moi, je suis rentrée en contact avec le département de médecine générale autour d'un séminaire interprofessionnel qui réunit des étudiants de fin de chacun des cursus médicaux et paramédicaux. Et c'est un lieu où les étudiants échangent entre eux sur ce qu'ils sont, ce qu'ils font. Et c'est extrêmement, extrêmement riche. Donc je pense qu'on peut faire des choses dans le quotidien. Moi, je parle pour ma part, dans la formation, il y a aussi beaucoup de choses à faire. Donc faire intervenir dans nos formations des gens des autres disciplines. Et sur des choses très concrètes, nous avons, nous, une UE de communication professionnelle, et on fait un binôme médecin-orthophoniste pour dire qu'attend le médecin généraliste de vous, et vous, qu'attendez-vous du médecin généraliste. Donc, au sein des formations, on peut le faire, et après, dans la formation continue et dans d'autres actions. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Élise Poglagel, interne à Lille, je suis là, qui s'adresse peut-être en priorité à Madame Tran en orthophonie. Comment conseillez-vous pour repérer l'orthophoniste qui peut prendre en charge, donc c'est plutôt des troubles chez les adultes, tous les orthophonistes, en tout cas de mon expérience, ne le font pas forcément. Est-ce qu'il y a un dispositif qui permet la lisibilité quand on est sur un lieu, un territoire d'exercice dont on n'a pas l'habitude et qu'on n'a pas encore fait ce type de prise en charge? Alors, je crains de ne pas avoir bien compris toute votre question. C'est dans le champ de compétences de l'orthophonie, il y a des orthophonistes qui travaillent plus avec des enfants, d'autres avec des adultes. Comment vous pouvez vous repérer? C'est ça que vous posez comme question? Oui. Vers quel professionnel adresser quand on ne connaît pas encore celui qui a déjà fait ce type de prise en charge? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous permette de le savoir d'avance? Alors, actuellement, nous n'avons pas encore ça. Je pense que quand nous avons préparé cette communication avec mes collègues, c'est ce qu'on se disait, c'est qu'il faudrait qu'on essaie de faire un réseau, justement, avec aussi la difficulté que quand on est sur un exercice en libéral, il ne faut pas non plus qu'on court-circuite en indiquant tel professionnel plutôt que tel autre. Par contre, je pense que les orthophonistes doivent communiquer pour dire ce qu'ils font, et les médecins généralistes demander aux orthophonistes s'ils ne font pas. Par exemple, la LSVT, tout le monde n'est pas formé à la LSVT, donc il faut se renseigner. Mais normalement, notre formation, en 5 ans maintenant, elle est généraliste. Donc tout orthophoniste doit pouvoir accueillir, et au moins pour la phase de diagnostic et d'information, doit pouvoir accueillir un patient, faire le bilan, le diagnostic. Et l'orthophoniste, c'est là généralement aussi son réseau. Souvent, dans des cabinets de groupe, vous avez la personne qui fait plus de l'adulte, de la voix et des enfants, mais les orthophonistes sont formés pour voir des adultes et des enfants. Merci. Donc après, il y en a certaines qui vont avoir un exercice privilégié dans un des domaines pour avoir une expertise plus importante. Je pense que c'est une des pistes qu'il faudrait qu'on explore en travaillant sur des réseaux de soins, et par exemple dans la formation à la faculté de médecine, de faire des formations interdisciplinaires, et où les orthophonistes pourraient aussi échanger avec les autres professionnels. D'accord, merci. Et peut-être via les URPS également? Oui, tout à fait. Merci. Bonjour, Cyril Vartagnan
département de médecine générale de Nantes. Déjà, je voulais vous féliciter pour vos présentations, qui ont fait beaucoup de bien déjà pour cette pièce de théâtre qui était magnifique et qui a donné véritablement du sens. Et vos présentations qui s'inscrivent vraiment dans l'interprofessionnalité. Et je pense qu'on n'a pas d'inquiétude à se faire. Moi, je pense que ceux qui sont inquiets, c'est, à mon avis, par méconnaissance. Parce que l'interprofessionnalité, c'est ce que vous faites. Ça, je pense que c'est ça. Et vous voyez, c'est parce que, et ça, vous l'avez très bien identifié, on ne connaît pas assez bien la profession de l'autre. On ne connaît pas assez bien l'instrument de l'autre. Et quand on connaît bien l'instrument de l'autre, on sait que le médecin généraliste, c'est le chef d'orchestre de cette organisation-là. Donc le chef d'orchestre, il n'a pas à avoir peur qu'on lui prenne son métier, puisque lui, son métier, ça va être de diriger cette interprofessionnalité. Et on est tous complémentaires, on n'a pas besoin d'avoir peur de l'étranger, on va tous travailler pour faire une très belle symphonie que vous avez montrée aujourd'hui pendant votre plénière, qui était magnifique. Merci. Je voudrais aussi rebondir sur ça, parce que quand nous faisons nos cours sur la communication professionnelle, certains étudiants disent « Ah, mais les médecins généralistes ne connaissent pas bien ce que fait l'orthophoniste », ce qui est tout à fait le contraire, puisqu'on m'a posé une question sur l'anosmie, qui est quand même très, très précis. Et moi, je dis tout le temps, mais le médecin généraliste, il a beaucoup de choses à connaître dans toute la coordination. Donc, c'est aussi à vous d'aller vers eux et d'expliquer ce que vous faites. Donc, des comptes rendus qui soient informatifs, qui soient d'une longueur, qui soient accessibles au médecin avec l'emploi du temps qu'il a. Mais le médecin généraliste peut aussi prendre du temps. Les personnes avec qui je travaille au département de médecine générale le disent. Donc je crois qu'il y a vraiment un pas à faire de chaque côté. C'est pour ça que moi, quand on m'a proposé de venir, j'étais ravie de venir. Parce que je me dis, c'est une occasion et je suis ravie de parler devant beaucoup de médecins généralistes et d'étudiants. Parce que c'est en expliquant ce qu'on fait, en disant simplement, ben voilà, il y a telle prescription, on peut travailler sur ça, on travaille comme ça, qu'on peut avancer ensemble. Et juste avant que ça se vide complètement, en dernier mot peut-être pour la symphonie, on va pas, le violoniste, il va pas remplacer le tambour, même si c'est Covid, quoi. Même s'il le fait, ça sonnera toujours faux et que les patients, ils le sentent quand ça sonne faux. Alors, je remercie Cyril pour cette formule rassurante. Prenons cette analogie et parce que c'est ensemble que ça va sentir bon pour tout le monde. Merci.